Je voulais reprendre la question des médicaments mis sur le marché en phase 2 ou en phase 2 précoce. Parce que, bon, on comprend bien les exigences scientifiques des essais cliniques qui doivent être menés de la meilleure façon possible. Mais dans le même temps, il y a des malades qui ont une maladie mortelle et qui aimeraient pouvoir bénéficier d'un traitement, même un traitement à risque. Et est-ce que c'est entièrement satisfaisant que les pouvoirs publics disent à quelqu'un qui s'estime en danger de mort, ben on va choisir à votre place si vous avez le droit de prendre un produit ou pas. Donc, comment, dans ton expérience, on répond à cette question? Oui, oui, c'est très important. Et en fait, j'ai parlé de dérégulation du point de vue des agences, mais en fait, elles ne le font pas au nom de la dérégulation, elles le font au nom de ça, c'est-à-dire au nom de dire les patients demandent l'accès aux médicaments innovants. Bon, bah déjà, il peut y avoir des illusions sur le caractère innovant des médicaments. C'est seulement à partir d'un certain moment qu'on sait que le médicament, il est effectivement intéressant ou pas. Donc, il faut bien mettre la barre quelque part. La façon de résoudre ça, c'est d'avoir une évaluation qui n'empêche pas un accès précoce, genre compassionnel. En tout cas, en France, ça marche. C'est vrai que c'est pas dans tous les pays comme ça. Et en France, il y a les moyens d'avoir accès avant l'autorisation de mise sur le marché, dans des cas particuliers comme une maladie mortelle qui n'a pas de traitement satisfaisant. Évidemment que c'est très intéressant de pouvoir mettre ça en place. Et alors, une des conditions de ça, enfin, il est important que même ces patients-là qui sont hors de l'essai clinique à proprement parler, on évalue chez eux correctement aussi ce qui se passe. Ce qui est pas... En France, il a fallu très longtemps avant qu'on regarde précisément ces cohortes d'ATU. Hein, parce que pendant très longtemps, on a donné accès précoce aux patients sans regarder, enfin sans l'étudier rigoureusement ce qui se passait. Donc on avait une perte de connaissance là. Enfin, vous m'avez compris, qui était dommageable et qui a été résolu. Donc, oui, à partir d'un certain moment, ça devient envisageable de donner l'accès à un médicament qui n'est pas encore bien évalué, mais on commence quand même à avoir des éléments dans des situations très particulières comme une maladie mortelle sans traitement. Mais en fait, il n'y a pas de si on donne accès trop facilement, enfin trop facilement, trop tôt à des médicaments mal évalués, il y a de forts risques qu'ils ne soient jamais correctement évalués. C'est ça le problème. Parce que tout ce qui a été mis en place par les autorités comme autorisation conditionnelle, par exemple, bon, ok, il n'est pas encore bien évalué, vous le mettez sur le marché à condition que vous nous fournissiez des essais après qui vont compléter les informations. Et ben, en pratique, on s'aperçoit que les firmes traînent les pieds, le font le plus lentement possible. Peut-être elles ne le font pas exprès, mais en tout cas, parce qu'effectivement, après, ça devient difficile de mettre des patients dans ces essais. Hein. Ça, c'est une vérité. Donc, la conséquence, c'est que les essais post-AMM qui sont censés rentrer dans l'AMM conditionnelle, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et les autorités, elles sont très peu exigeantes, c'est-à-dire, bon, bah, elles constatent qu'elles n'ont toujours pas la réponse. Et ça, c'est très bien décrit. Il y a des gens dont c'est la spécialité de publier ça dans le BMJ, hein, de dire, bah, voilà, on est allé regarder 5 ans après, si on avait les réponses à des médicaments qui ont été mis sur le marché très précocement, et bien 5 ans après, voilà, il y a X% ou dans tel domaine, on ne sait toujours pas. Donc on peut comme ça traîner des médicaments pendant des années, on ne sait toujours pas. Et donc c'est là où c'est l'équilibre entre les intérêts des patients et des intérêts des participants. Et ça fait partie de la complexité, hein. C'est-à-dire on met des patients dans des essais cliniques pour protéger les patients d'après, parce qu'on va essayer justement pour éviter des grosses catastrophes de dire ben, on va tester chez quelques-uns et la connaissance qu'on va avoir va nous permettre d'éviter des grosses catastrophes avant la diffusion à grande échelle. Donc c'est un équilibre d'intérêt. Mais actuellement, on est dans l'autre phase, c'est-à-dire de dire, ben, en fait, on va faire un accès précoce à des médicaments qui ne sont pas très bien évalués, parce qu'il y a des patients qui vont mourir dans 6 mois, et donc on leur donne ça, c'est la dernière chance. Et le résultat, c'est qu'on va continuer de donner ce médicament
à des patients sans savoir assez si effectivement sa balance bénéfice-risque, elle est plutôt favorable ou pas. Or, si on prend aujourd'hui, il y a beaucoup de médicaments mis sur le marché qui sont dans le domaine du cancer, et on sait très bien, il y a beaucoup de médicaments qui sont censés lutter contre le cancer, en fait, qui pourrissent la qualité de vie des derniers mois de la vie. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, ça mérite de réfléchir avant de le faire. L'espoir est très important en médecine, mais l'espoir, parfois, il il a des conséquences très négatives. Juste avant de passer la parole à Emmanuel Baron, juste pour suivre là-dessus, est-ce que c'est pas le rôle de la pharmacovigilance, enfin, ou en tout cas un des bénéfices que l'on peut attendre d'une pharmacovigilance sérieuse, que de nous informer sur les suites que connaissent ou qu'emportent ces médicaments mis précocement sur le marché. Et question subsidiaire, est-il vrai que la pharmacovigilance a été, dans le cadre européen, entièrement mise entre les mains des compagnies pharmaceutiques? Ce qui est l'information que j'ai, elle est déjà ancienne. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Alors, la pharmacovigilance est très important comme source d'information sur les effets indésirables après la mise sur le marché. Mais les essais aussi, des vrais essais faits après la mise sur le marché, peuvent apporter des informations dans ce domaine. Et éventuellement des big data aussi, hein, on ne sait pas. Potentiellement, des bonnes big data bien analysées peuvent peut-être apporter des informations dans ce domaine. Mais le problème de la pharmacovigilance, c'est que ça repose sur les notifications. Donc ça repose sur le fait que le patient, dans certains pays, et les soignants, en premier les médecins, vont notifier des effets indésirables. Donc ça, on sait très bien, et ça c'est vrai quels que soient les pays, qu'ils ne notifient pas beaucoup. Et je pense, enfin, c'est pas une pratique habituelle qu'un cancérologue qui utilise un médicament chez ses patients, il va aller notifier des effets indésirables. Et de toute façon, d'une certaine façon, il va pas les voir. C'est-à-dire, il va avoir beaucoup de mal à les interpréter comme des effets indésirables. Les effets indésirables qui sont le plus notifiés, c'est ceux qu'on commence à reconnaître, en fait, de dire oui, il y a ça, mais avant d'arriver à la phase de dire il y a un lien entre ce médicament et un effet indésirable, en fait, ça peut prendre très longtemps parce que simplement on ne le prend pas en compte. Si on prend le cas du Mediator, c'est typique, c'est-à-dire le Mediator, aucun cardiologue n'a imputé des problèmes de valve à ce médicament. Les diabétologues non plus, les médecins généralistes. Enfin, quand ils vont l'imputer à quelque chose, ils l'ont imputé au rhumatisme articulaire aigu, alors qu'il n'y en avait plus en France depuis longtemps. Et par contre, dès qu'à un moment donné, on a dit oui, c'est un effet indésirable, tout d'un coup, en France, on en a récolté des milliers. Voilà. Mais la pharmacovigilance, elle en a rapporté très peu, en fait. Et les quelques cas, Chiche à Marseille, son premier cas de valvulopathie, il y a à la fois Servier qui est descendu chez lui et le maire d'arrondissement de Marseille en disant, parce que Servier était financeur d'événements sportifs dans le coin, en disant tu vas pas arrêter tes conneries. Et bon, il a quand même insisté pour notifier son truc, qui s'est perdu après dans l'agence française du médicament, et finalement ça n'a rien donné. Mais donc, il y a eu un cas français de valvulopathie. Après, il y en a eu un autre à Toulouse. Mais avant que le truc éclate en 2009, on avait 2 cas d'effets indésirables, alors qu'après, des milliers sont arrivés à dire « Ah oui, tiens, en fait, oui, bon, voilà, c'était ça. » Donc, c'est très utile, fondamental, il faut le faire, mais c'est vraiment pas un filet de sécurité, quoi. Il ne faut pas compter que là-dessus. Après, est-ce que la vie, j'ai complètement chez les firmes? Pas totalement, heureusement. Et particulièrement pas en France, où on a des centres régionaux de pharmacovigilance qui font bien leur boulot. Et qui, en fait, en France, on a gardé le système, parce que c'est vrai que
Au niveau des instances européennes, ils ont essayé de dire que les firmes, elles pouvaient très bien faire remonter les cas d'effets indésirables. La France a gardé un système où ce qu'observent les patients, ça doit aller, peut-être chez la firme, mais ça doit aller au centre de pharmacovigilance régional ou national. Donc on n'a pas perdu le contrôle. Enfin, c'est pas dans les mains des firmes en France. D'accord, mais pour terminer là-dessus, avant de redonner la parole à la salle, je me rappelle dans l'affaire du Mediator, les mésaventures de la médecin qui avait été un peu la lanceuse d'alerte, Irène Frachon, confrontée à des experts dans les commissions d'AMM, de mise sur le marché, ou d'autres commissions, qui la ridiculisaient totalement et dont il a été avéré qu'ils étaient ni plus ni moins des employés de Servier, lequel laboratoire Servier, qui avait à peu près un monopole sur toutes les productions concernant ce domaine, notamment le cardiovasculaire, avait été le financeur de toutes les manifestations dites scientifiques, congrès, réunions, assemblées diverses portant, où des cardiologues et des pneumologues étaient réunis. Autrement dit, il régnait sans partage sur le domaine de la cardio et de la pneumologie, et je ne peux pas m'empêcher d'y voir une raison pour laquelle il était difficile de faire émerger la question des hypertensions artérielles pulmonaires, l'ensemble cœur-poumon étant entièrement contrôlé par les laboratoires Servier. Alors évidemment, tous les labos ont eu beau jeu de souligner que Monsieur Servier était une espèce de psychopathe, un monsieur No, etc. Sans doute l'était-il. Mais enfin, il condensait peut-être plus de défauts que d'autres, mais enfin, ces défauts structurels, ils existent dans l'ensemble du marché du médicament, tout de même.